Bienvenue sur le stand de la MNT. Avec mes invités que je vais vous présenter dans un instant, on va parler du soin. Et on en parle souvent comme d'un acte médical, mais c'est bien plus que cela, puisque ça démarre avant que l'on soit malade. Alors comment les territoires peuvent-ils devenir des terrains de santé préventive? Eh bien c'est ce qu'on va voir avec Gustavo Acosta, directeur général et cofondateur d'Okoya. C'est quoi Okoya, Gustavo? C'est ouvert, allez-y. Okoya, c'est une société, une start-up qui innove dans le domaine de la santé. Et donc, nous apportons la prévention et l'accès aux soins grâce à nos médicobus connectés. Et je vous en dirai un peu plus tard. Exactement, des solutions locales d'accès aux soins. Sébastien Chaumienne, à vos côtés, responsable commercial sport et fitness chez Compan. Compan, c'est une société qui aménage des espaces ludiques et sportifs en extérieur, c'est ça? Exactement, et ça depuis plus de 50 ans. On conçoit, on fabrique et on installe des aires de jeu et des aires de sport en extérieur de partout en France et dans le monde. Stéphane Suzoni, est-il nécessaire de vous présenter? Vous êtes directeur général de Monstad, acteur pionnier de la prescription d'activités physiques adaptées. Et vous travaillez avec le groupe Vive, enfin pour le groupe Vive. Monstad, ça fait partie du groupe Vive. Exactement, nous sommes une filiale à 100% de la MGN et donc une maison sport santé, ça a pour vocation de proposer aux personnes éloignées de la pratique d'activité physique des plans adaptés pour les inscrire dans une pratique durable, que ce soit dans nos centres ou chez les employeurs et chez les employeurs publics en particulier. Et Philippe Molière, responsable du département prévention et gestion du risque à la direction expertise assurance et services de la MNT. J'ai rien oublié? Alors pourquoi, Philippe, la prévention devient une urgence aujourd'hui? On voit bien que les collectivités font face à un défi en matière de santé. On sait tous qu'il y a des inégalités criantes dans les territoires d'accès aux soins, tout simplement. Et on voit aussi l'énergie que mettent les élus et les maires à faire venir ou à maintenir en fait la présence de médecins. Il suffit de voir les banderoles qu'il y a parfois sur les ronds-points à l'entrée des villages. Donc on voit que c'est un vrai enjeu parce que ça participe de l'attractivité d'un village et d'un territoire. Enfin aujourd'hui, une pharmacie qui ferme, un médecin qui s'en va, c'est un territoire qui s'appauvrit. Et on a vu beaucoup hier à quel point les collectivités avaient un rôle majeur finalement en matière de santé. Parce que la santé, c'est pas que le soin, c'est bien plus que ça. C'est tout ce qui concerne les déterminants de santé. Donc on sait que les collectivités, elles ont un rôle à jouer sur l'alimentation, ce qu'on met dans l'assiette des enfants à l'école, donc la restauration collective. Et puis aussi tout ce que les collectivités font en matière de santé-environnement. On en a beaucoup parlé hier. Et puis il y a un sujet sur lequel elles sont très présentes, c'est tout ce qui concerne la promotion de l'activité physique, du sport, d'une manière générale. Déterminants de santé aussi absolument essentiels. Et de ce point de vue-là, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'après les Jeux Olympiques, l'élan n'est pas retombé. On s'attendait à ce que il y ait un effet JO, puis qu'après on perde un peu ses bonnes habitudes, ses bonnes pratiques. C'est pas le cas. Les Français continuent de bouger. Alors faire du sport ou de l'activité physique, comme ce qu'on vient de faire juste avant, c'est ça l'essentiel. Et là, les collectivités, elles ont vraiment un rôle important parce qu'elles peuvent amener des solutions. Et puis elles le font aussi de plus en plus en intégrant des nouveaux paramètres environnementaux, parce qu'une aire de sport en plein cagnard, c'est pas tellement utilisable. Donc il faut aussi penser la ville, l'aménagement avec des enjeux climatiques. Ça répond aux transitions aussi qui sont nécessaires. Oui. Et il n'y a pas de secret, il faut encore encourager cette pratique du sport, Stéphane. C'est pas juste pour se faire plaisir, il y a des vraies vertus. Alors, est-ce qu'on prend un médicament pour le plaisir? On prend un médicament pour se soigner, pour améliorer sa santé, et le plaisir vient après. Et l'activité physique est une thérapeutique non médicamenteuse validée, telle que l'a définie aujourd'hui la Haute Autorité de Santé en s'appuyant sur des études et la communauté scientifique. Et un médicament, c'est une posologie, c'est aussi pour qu'il soit mieux accepté, qu'on soit observant du traitement, des facilités d'accès à ce médicament, voire de l'enrobage pour le rendre ludique, et c'est ce qu'on peut faire dans des aires urbaines de pratique. Alors, pourquoi c'est un médicament? C'est un médicament parce qu'il y a une pathologie. Ces pathologies, c'est un comportement, c'est notre sédentarité qui se définit comme un temps prolongé en situation allongée ou assise, où on a une dépense énergétique inférieure à la dépense énergétique de repos. Ça, c'est la sédentarité. L'autre comportement délétère, c'est l'inactivité physique. C'est quand on n'est pas en capacité d'avoir une activité physique d'un minimum de 20 minutes par jour, tous les jours de la semaine. Et cette activité physique, en fait, c'est une dépense énergétique suffisante pour que se mette en marche
un certain nombre de mécanismes moléculaires qui font de l'activité physique un médicament. Et les conséquences de tout ça, elles sont nombreuses pour la société. On estime le coût de la sédentarité à près de 120 milliards par an à travers toutes les maladies induites par la sédentarité, c'est-à-dire les maladies chroniques principalement, qui vont du diabète à certains cancers en passant par les bronchopneumopathies chroniques obstructives, mais aussi la santé mentale. Donc il y a un impact direct en termes de coûts de santé et en entreprise, en arrêt de travail, en absentéisme et en mal-être également. Et quand on considère des populations comme les populations de la fonction publique, eh bien on a à la fois des métiers qui sont des métiers sédentaires et qu'il faut inciter à bouger avec des pauses actives très courtes telles que celles que vous avez faites tout à l'heure en début de session. Et puis on a des métiers très physiques avec des contraintes, des ports de charge, avec des horaires décalés. Et là, l'activité physique a aussi un intérêt parce que ce n'est pas juste lutter contre la sédentarité, mais c'est bénéficier de tous les effets positifs en termes de détente, de relaxation, de préparation au poste de travail. Quels sont vos arguments pour convaincre les collectivités d'investir dans le mouvement, justement, plutôt que dans la réparation ? Alors, convaincre les collectivités, c'est convaincre les décideurs. En ce moment, je crois qu'au Sénat, on débat de la sécurité sociale et des dépenses de la sécurité sociale. Ça concerne l'ensemble de la société, ça concerne nos décideurs. Je crois que la France est le pays qui consacre le moins de son budget public à la prévention. Je crois que c'est aux alentours de 3%, quand c'est plutôt la moyenne à 5% dans la communauté européenne, et avec des pays qui sont à 8 à 9%. Donc, il y a les collectivités, mais il y a aussi un encadrement législatif qui doit privilégier la prévention pour passer d'un système fondé sur le curatif vers un système fondé sur le préventif. Ça, c'est le premier point. Donc, je ne jette pas la pierre aux collectivités en premier. Deuxièmement, j'ai parlé de la lutte contre la sédentarité. Oui, c'est un objectif, mais on a vu tout à l'heure à travers les exercices que l'activité physique, c'est aussi se connecter à soi-même, s'activer, se renforcer, s'étirer, se détendre. Et il y a des personnes, nous, c'est ce qu'on voit, quand on s'adresse à une infirmière, par exemple, elle ne va pas nous dire « moi, je suis sédentaire, mettez-moi un podomètre, vous verrez le nombre de pas que je réalise ». Donc, il faut mettre en avant aussi les autres bienfaits de l'activité physique dans notre quotidien. Et enfin, pour parler des collectivités, oui, il faut agir, mais elles agissent déjà. Il y a en France 570 maisons sport santé qui ont reçu une habilitation des agences régionales de santé. Sur ces 570 maisons, il y en a 85 qui sont portées par des collectivités et 71% des 570 maisons sont dans un écosystème dans lequel la collectivité est présente. Donc aujourd'hui, convaincre par des arguments thérapeutiques, ils existent dans la littérature. Convaincre par des arguments médico-économiques, ils existent aussi. Les articles 51, et puis j'arrêterai là, mais aujourd'hui, il y a des études qui démontrent, notamment sur les maladies cardiovasculaires, qu'en 5 mois d'activité physique adaptée pour des personnes avec des pathologies cardiovasculaires, on peut faire une économie de 3 200 € par personne, ce qui fait au niveau national 1,2 milliard par an pour les 68 000 personnes qui passent par des centres de rééducation et de réadaptation. Voilà, donc les arguments existent, il y a juste une volonté à activer. Le faire savoir. Et grâce à Comporant, Sébastien, les collectivités, elles peuvent aménager des aires de jeu. Oui, effectivement, elles peuvent et elles le font déjà pour la plupart depuis quelques années. Alors chez Compan, comme on l'a dit en introduction, on conçoit, on aménage des aires de jeu et des aires de sport en extérieur. Mais aujourd'hui, il y a toute une réflexion qui est beaucoup plus importante et impactante, en tout cas qui est portée aussi par les collectivités sur l'aménagement de ces espaces qui sont de moins en moins des aires de jeu ou des aires de sport, mais plutôt des lieux de vie, des lieux de rassemblement où justement on cherche à mettre en mouvement, que ce soit les enfants, les adultes, vraiment toutes les générations, et des lieux où on peut se rassembler. On retrouve en fait ces enjeux de plus en plus parce que l'objectif il est multiple pour les collectivités, mais globalement pour les territoires. Vous avez eu énormément d'études aujourd'hui, que ce soit de l'ONAPS, du ministère de la Santé, du ministère des Sports, qui démontrent qu'on a une vraie lutte à mener contre l'inactivité physique à tous les âges et surtout dès le plus jeune âge, parce que c'est là finalement qu'on peut changer les modes de vie, que l'on peut ancrer les habitudes. Les habitudes, exactement. Un simple chiffre pour éviter de rentrer trop dans des nombreux chiffres qui pourraient démontrer ça. Aujourd'hui, à 6 ans, les filles font en moyenne 56%, ont un niveau d'activité physique 56% au niveau de l'OMS. Quand elles arrivent à 16 ans, on n'est plus qu'à 16%. Ça veut dire qu'on perd 40% de filles qui ne sont pas assez en mouvement à 16 ans. C'est énorme. Les garçons, on descend de 70 à 40%. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans? C'est qu'on ne donne pas assez accès au sport, qu'on valorise peut-être pas aussi assez ces mouvements-là. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour changer un petit peu ces habitudes-là et éviter un impact qui est très catastrophique finalement à long terme?
C'est-à-dire on va se rapprocher des écrans, augmenter tout ce qui peut être les maladies cardiovasculaires, etc. etc. Alors nous, notre vision, c'est pas d'être catastrophé, c'est pas d'avoir un point de vue négatif, mais au contraire d'aborder ce sujet-là de façon très positive, de façon engagée et de façon agréable aussi lorsqu'on porte ces discours-là auprès des collectivités. Parce que finalement, ça va permettre de renforcer leur attractivité de territoire, de créer des aménagements sportifs, ludiques, associés à des maisons sport santé, comme on l'a fait par exemple à Lyon, où les gens vont venir d'une partie encadrée pour ensuite basculer sur un format un peu plus autonome. Ça permet de créer des lieux de rassemblement. On parle aussi beaucoup de sociétés aujourd'hui, de se retrouver, où on a tendance plutôt à se distendre qu'à se rapprocher. C'est des moyens d'y parvenir. Ça permet de créer aussi un attachement au territoire, à la collectivité, par le biais des associations, par le biais des clubs, des écoles, bien entendu. Donc comment on peut, autour de ces aménagements-là, recréer une dynamique. Et puis, très concrètement, le jeu, c'est ludique, le sport, c'est sympa. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir recréer des environnements où les personnes puissent se retrouver, les parents donner un peu un format de mimétisme aux enfants, les parents jouent, les enfants jouent, les parents bougent, et on entraîne vraiment une dynamique. Oui, parce qu'il y en a pour tous les âges en fait. Hein. C'est pas que des petites maisons avec des toboggans, il y a aussi des appareils de muscu. Exactement. On a commencé historiquement avec le jeu à ressort, donc ça c'était dans les années 70, 80, 90. Et aujourd'hui, on retrouve un panel de jeux et d'activités physiques qui va vraiment de 2 à 77 ans, en tout cas jusqu'à qu'on soit en capacité pour être en mouvement. Oui, c'est ça, il y a le terrain un peu... Exactement, un peu mobile. tout à fait. On va travailler sur un public quelquefois à proximité d'établissements plutôt résidence senior ou MARPA, avec une logique plutôt de maintien en mobilité, de logique de mobilité douce. Et on peut travailler aussi à proximité de parcs, de complexes sportifs avec des équipements de fitness, de musculation adaptés, qui sont vraiment inspirés des salles de sport et ce qu'on peut retrouver en maison sport santé, pour que chaque capacité, chaque sexe, chaque niveau d'envie aussi puisse s'y retrouver. Et l'enjeu, il est surtout là, c'est qu'en fait, on ne met pas une objection à la pratique, au contraire, on donne une envie à son niveau. Une impulsion. Exactement, tout à fait, pour favoriser ça. Pour que ce soit des lieux de bien-être aussi. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, tout à fait. C'est un petit peu la démarche qu'on essaye de mener depuis quelques temps, que ce soit aussi surtout avec la MNT, dans cette logique de prévention. Il ne faut pas que ça soit une contrainte de se mettre en mouvement. Et c'est pour ça que le mot bien-être est important, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les études à nouveau de sport dans la ville, 70% des Français font de l'activité physique, mais sur une logique de liberté, de plaisir et de bien-être. Donc il faut qu'on conçoive des aménagements qui répondent à ces enjeux. Comment vous agissez avec la MNT ? Alors le partenariat, il est assez simple et finalement il a beaucoup de sens parce que la MNT a un positionnement de prévention et nous, notre logique, comme vous l'avez entendu précédemment, c'est de pouvoir activer dès le plus jeune âge les enfants à se mettre en mouvement pour être actifs durant toute leur vie. Donc aujourd'hui, on a un partenariat avec la MNT, avec tout un réseau de responsables de développement qui gravitent sur le territoire, qui va à la rencontre finalement des collectivités, qui va parler de ces enjeux de prévention de santé, mais aussi de comment pouvoir renforcer leur attractivité de territoire, notamment par le biais des aires de jeu. Donc on crée une émulation autour de ça, ils nous remontent de l'information et derrière on va accompagner nos collectivités à créer ces aménagements-là. J'ai entendu dire que vous alliez labelliser ces actions, Philippe ? Oui, effectivement, il y a une démarche qui est engagée par le groupe Vive, avec le groupe Vive, pour créer un label Prévention Santé Plus. Alors pourquoi un label ? Parce qu'effectivement, nous, on milite, on est absolument convaincus que la prévention, c'est incontournable, c'est essentiel, mais on nous demande souvent d'amener de la preuve, des éléments de preuve. Est-ce que... Déjà, il y a de la satisfaction des participants. Est-ce qu'il y a des intentions de changement de comportement? Est-ce qu'il y a de l'impact dans toutes les actions qu'on conduit? Et donc, ce label, il a cette vocation-là. Alors, c'est assez exigeant parce que c'est un label qui a été créé avec la chaire UNESCO Éducation et Santé, donc avec une démarche vraiment scientifique, de preuves. Donc il y a 4 repères, il y a 16 indicateurs, 50 critères à remplir. Et c'est effectivement une démarche assez exigeante et on le fait sur une action phare de la MNT qui s'appelle Objectif Satisfaction. C'est une action qui existe depuis plusieurs années maintenant et mes collègues Julie, Elisabeth, Norma, Khadija qui sont là ont eu l'occasion de le déployer, de l'enrichir. Et c'est vraiment un modèle d'intervention clé en main qui se fait dans les collectivités. 6 semaines pour changer les comportements, augmenter le niveau d'activité physique et prendre des bonnes habitudes pour lutter contre la sédentarité. C'est un modèle qui marche vraiment bien, mais ce qu'on a voulu faire, c'était effectivement par ce label le passer au tamis d'une validation scientifique.
Ce qui est intéressant aussi avec Objectif Satisfaction, c'est que ça va utiliser les ressources locales. Ça peut être un enseignant en activité physique qui va venir en renfort de l'action. Ça peut être l'utilisation d'un équipement qui est déjà présent dans la ville. Donc on va vraiment s'appuyer sur les ressources de la collectivité. Et ça, on veut que ça soit reconnu, que ça soit labellisé. Chez Bon Stade, vous êtes évidemment partisan de ce label. Ah ben, tout à fait. Et puis, on a des formations qui ont vocation à être labellisées. Donc, ces formations, c'est des formations pour initier des intervenants à mettre en place des pauses actives au travail. Donc, dans la lutte contre la sédentarité, il faut rompre les temps prolongés de sédentarité. Alors, les dernières recommandations, c'est toutes les 30 minutes, 2 à 3 minutes de mouvement pour rompre les effets délétères de la sédentarité. Et ça, donc, c'est des messages pour nous aussi. Hein. Voilà. Effectivement, voilà, il faut se lever de temps en temps et faire quelques mouvements comme ceux que vous avez vus tout à l'heure. Ouais. Et encore une fois, c'est à vous de déterminer la durée et l'objectif de ces mouvements. Se connecter, s'activer, se renforcer, s'étirer, se détendre. C'est notre approche CARED que l'on va développer en formation. CARED, C-A-R-E-D pour... Connecter, activer, renforcer, étirer, détendre. Merci. Merci. En tous les cas, merci pour ce label et cette avancée majeure pour nos concitoyens. Des concitoyens qui n'ont pas forcément accès aux soins. Je vois Didier qui fait des mouvements CARED, là, c'est bien. Et c'est là que vous intervenez, Gustavo, avec Okoya, puisque vous allez à la rencontre dans les villages de ceux qui n'ont pas forcément accès au corps médical. Oui, tout à fait. Donc, je rappelle les chiffres. Aujourd'hui, on est dans une situation un peu catastrophique. On a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. 87% du territoire français est en dessert médical. Ça s'est traduit dans des délais de 4 à 5 mois pour accéder à des spécialistes en milieu rural. Et aussi des kilomètres à parcourir pour les patients pour aller faire un simple examen d'imagerie. Et donc, c'est là où Okoya agit. Donc, notre mission, c'est apporter la santé et la prévention en tout lieu. Et concrètement, c'est des petits cabinets médicaux mobiles fournis d'une technologie de pointe, plus d'une dizaine de capteurs médicaux connectés à l'intérieur. Dans ces médicobus, on va trouver un soignant, une infirmière, une sage-femme. Dans le cas de mammographie mobile, une manipulatrice radio. Et donc, ce médicobus apporte cette santé qu'on veut tous et la prévention au cœur des territoires. Et si vous voulez le voir, je crois qu'il est exposé au pavillon 6. Tout à fait, pavillon 6. J62, je crois. Exactement, tout à fait. Vous pouvez aller faire une démonstration. On vous fait une démonstration là-bas et on vous montrera les potentialités de ce médicobus. Voilà. Et alors, vous parlez de mammographie, de mammobus, c'est ça? Et oui, carrément. C'est tout nouveau, ça? C'est tout nouveau, on vient d'inaugurer il y a pas longtemps. Donc c'est le seul au monde, c'est un cabinet mobile 3,5 tonnes, donc léger, avec un mammographe intégré à l'intérieur. Et c'est pas qu'un cabinet médical, c'est carrément tout un système d'information qui a été installé à l'intérieur afin de permettre de dématérialiser les images du sein, on va dire, et est envoyé à un radiologue qui, lui, il est à distance. Donc il faut savoir que dans notre modèle, il y a toujours un soignant, mais lui, il est étant à distance pour faire la consultation médicale ou le diagnostic. Et donc ce modèle-là comporte tout un enjeu informatique, d'intégration avec les cabinets de radiologie. Donc il faut savoir s'intégrer avec eux. Et donc nous, on fait tout ça. Donc Okoya mène des campagnes de prévention dans les territoires et d'accès aux soins. Donc on agit sur 2 versants. L'accès aux soins, c'est quand on veut déployer des consultations médicales, des téléconsultations, donc apporter une présence médicale. Donc on imagine un projet médical et on déploie un cabinet mobile en lien avec des infirmières du territoire. Et le deuxième versant, c'est la prévention. Donc on a imaginé un parcours prévention global dans lequel on peut proposer la prévention cardiovasculaire, des check-ups santé générale pour les citoyens ou pour les agents. Et alors ça a beaucoup de succès, j'imagine. Quand vous arrivez quelque part, il y a la queue? Oui, carrément. Donc il y a carrément la queue. À chaque fois qu'on déploie un projet comme ça, on est très en lien avec les collectivités. Donc elles communiquent vraiment très bien sur l'arrivée de ces médicobus. Et tout de suite, en une journée, on a tous les rendez-vous qui sont pris. Et ils sont pris évidemment par les citoyens, par les habitants, mais aussi par les agents territoriaux, non? C'est aussi intéressant pour... Carrément, nous avons débuté un beau partenariat avec la MNT aujourd'hui, qu'on a signé hier, mais ça ne nous a pas empêché de démarrer déjà opérationnellement en parlant avec vous.
Et donc, on a déjà dépisté des mélanomes, on va dire des potentiels mélanomes. Dans le Oui, cadre parce que de ce sont pour les cancer agents de qui travaillent de la peau. souvent en extérieur, qui sont exposés au soleil. Exactement, et surtout qu'ils sont dans des zones où il n'y a pas de dermatologue, où il y a deux dermatologues, mais ils font plutôt de l'esthétique. Et donc là, on a des grosses problématiques aussi un peu dans ce cadre-là. Ça, c'est mais global. Hein. voilà. Je crois que aujourd'hui, les dermatos se spécialisent en esthétique. Et... Oui, carrément, mais nous, on attaque carrément du coup, la partie clinique. Et Oui. donc, on propose le dépistage de cancer de la peau, on va dire, et puis on peut accueillir 25 patients par jour et donner une réponse concrète à la fin. Mais non seulement, on ne va pas laisser le patient tout seul avec un diagnostic qui peut être problématique, on va accompagner ce patient dans le parcours des soins pour l'intégrer dans les centres hospitaliers ou chez sa confrère qui veut ouvrir un créneau en urgence pour lui. Il existe combien de médicobus aujourd'hui? Et aujourd'hui, nous avons 4 médicobus que nous, on opère nous-mêmes. Donc, entre médicobus multispécialité et le mammobus. Mais nous avons développé une dizaine de médicobus pour des collectivités, justement, pour des CPTS, pour des hôpitaux. Et donc, c'est eux qui l'opèrent. Mais nous, avec notre gestion de projet, on leur apprend à leurs soignants à utiliser la technologie. Et les capteurs médicaux, les déploiements, toute cette logique-là qu'on utilise couramment dans notre activité. Et donc, voilà, donc on les forme régulièrement. Ça répond bien à cet adage qui dit quand le médecin... Quand tu ne vas pas au médecin, le médecin vient à toi. Et donc voilà, grâce à vous, on répond un peu à ces problématiques de désert médical. Tout à fait. Merci beaucoup. Tous les trois, quelles sont vos ambitions aujourd'hui? Comment aller plus loin? Comment aller un cran plus loin dans la prévention? Nous, c'est vraiment cette logique de continuer à créer ces leviers de bien-être, travailler avec la MNT sur ces thématiques de sport santé, comme ces tables rondes-là, faire parler en fait du sujet, même s'il commence à vraiment rentrer de plus en plus dans l'intérêt des collectivités, des futurs maires, des élus qui recherchent à activer leur territoire, à se démarquer. Et c'est aussi se rapprocher de structures, de maisons sport santé, des clubs, associations, de créer vraiment une dynamique de territoire, plus que simplement réfléchir d'aménager un espace ici, de créer une maison sport santé, que tout soit lié les uns les autres. Et après, bien entendu, c'est des enjeux qui vont aussi nous dépasser, que ce soit des enjeux de budget au niveau de l'État, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup les collectivités qui se retrouvent à porter ces enjeux-là, à nous de mieux les accompagner, de réfléchir à ces espaces-là avec d'autres financeurs potentiels, que ce soit Collective City qui fait partie aussi des partenaires de la MNT, vraiment d'avoir cette vision globale, mais que ces espaces-là aient un vrai impact dans l'usage. Et c'est ce qu'on cherche aussi à mettre en valeur aujourd'hui. C'est qu'on a une capacité à mesurer l'impact qu'on peut avoir sur ces aménagements-là, notamment sur le sport, d'avoir un nombre d'usagers par an qui fréquentent, on peut le valoriser, et bien de le mettre en avant pour montrer que ça fonctionne. Et c'est surtout ces enjeux-là qu'on essaie de développer de plus en plus. Prévention et coordination, ça c'est nécessaire. Oui, alors qu'il s'agisse de prévenir la survenue des pathologies ou leurs complications quand elles sont installées, effectivement, l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est d'agir à 3 niveaux, de la sensibilisation, donc donner de l'information pour motiver les acteurs à bouger. Et quand je dis à bouger, c'est à la fois les citoyens à se mettre en mouvement, mais c'est aussi les décideurs, les pouvoirs publics, les collectivités, les employeurs à proposer des solutions. Donc sensibiliser, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est organiser, participer à une réflexion sur l'organisation du temps, sur l'organisation de l'espace, sur la mise à disposition de moyens pour bouger plus. Et enfin, c'est fournir, organiser cette pratique d'activité physique qui peut être sportive, mais qui peut être aussi quotidienne. On peut insister sur les mobilités douces, qui sont le moyen que l'on a tous d'être actif au quotidien quand on peut délaisser sa voiture. Voilà, c'est pas toujours vrai sur tous les territoires, mais l'essentiel, c'est le mouvement. Voilà, donc sensibiliser, organiser et proposer des solutions. COP. C'est la mode en ce moment aussi, le COP. Vous le faites, vous, Stéphane? Les 30 minutes par Alors, jour? pendant longtemps, les cordonniers ont été les plus mal chaussés. Oui, c'est ça. Non, mais si, maintenant, en avançant en âge, je m'astreins à cette discipline. Et c'est la bonne nouvelle avec l'activité physique, c'est que quel que soit l'âge auquel on s'y met, même à un âge avancé, on a très vite des bénéfices pour sa santé et les études le démontrent. Mais il y a quand même une petite astreinte au début, faut s'y mettre. C'est comme tout en même temps. Il faut trouver les bons leviers motivationnels. Ça fait partie du travail que font des professionnels comme les enseignants en activité physique adaptée. C'est au-delà de structurer la pratique d'un individu, il faut trouver les freins et les barrières à la pratique et faire que la motivation ne soit pas extrinsèque,
c'est-à-dire imposée par la pathologie ou par l'environnement Ouais. social, mais qu'elle soit intrinsèque. Donc on retrouve ce que vous avez évoqué en tout début, c'est le plaisir de bouger. Voilà. Et oui. Et bientôt, donc, des enseignants de physique adaptée dans les bus au Coya. C'est une idée. Parlons-en. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un diagnostic de la sédentarité doit être fait, j'imagine, dans la Exactement. partie cardiovasculaire. Ouais. Oui, tout à fait. Et en fait, oui, je suis complètement d'accord avec les deux logiques évoquées tout à l'heure. Et moi, j'aimerais juste mettre un accent sur la partie mentale quand même, parce qu'il faut être mentalement bien, sain. Il y a de la prévention mentale aussi, donc il y a des bonnes pratiques aussi à prendre en compte. Donc voilà, ça accompagne toutes les solutions de prévention aujourd'hui, que ce soit la solution clinique comme la nôtre, ou la solution des sensibilisations ou de sport comme la leur. Tout doit être un ensemble au niveau mental, physique. Et donc nous, au COIA, on se soucie vraiment de cette partie-là, où on organise aussi des webinaires pour les collaborateurs. Donc on sensibilise carrément les femmes pour le dépistage de l'autopalpation mammaire, avec des sages-femmes bien sûr. Et donc tout ce que vous venez d'évoquer, avec le volet mental également. Il faut prévenir et il ne faut pas être non plus en danger au niveau mental, parce que tout est lié. Et oui, parce qu'on parle beaucoup de santé physique, mais il y a la santé mentale aussi qui est évidemment... Alors c'est la grande cause 2025. Et l'activité physique est recommandée en première intention sur les troubles anxieux et jusqu'aux dépressions sévères. Hein. Nous, 76% des personnes qui viennent dans notre maison sport santé déclarent un trouble anxieux ou une pathologie psychosociale. Et l'activité physique a fait ses preuves. Voilà, c'est des méta-analyses au niveau mondial qui démontrent l'intérêt de l'activité physique en traitement de première intention. Curatif. Exactement. Et tout ça, ça participe aussi à l'attractivité de la collectivité, de la marque employeur. Bah oui, évidemment. Enfin, on a vu les enjeux que ça représentait pour les collectivités, l'accès aux soins d'abord, mais à la santé plus globalement. Et puis il y a un adage populaire qui dit mieux vaut prévenir que guérir. Et aujourd'hui, tout prouve que la prévention, elle est efficace, elle est rentable, elle a plein de bénéfices. Il faut juste qu'on enclenche, qu'on aille plus loin. Alors la prévention, ça passe dans certains cas par le dépistage. On l'a vu sur les cas notamment de cancer. Et c'est vrai qu'il y a certaines disciplines, on a évoqué les dermatos, qui ne sont pas accessibles. Donc heureusement, il y a des solutions qui émergent maintenant pour permettre ces dépistages. Et puis la prévention, c'est les déterminants de santé, c'est l'alimentation, c'est l'activité physique comme on en a parlé, c'est le sommeil. Et puis la santé, oui, elle est globale. Et c'est pour ça qu'on s'inscrit dans cette démarche One Health, une seule santé, humaine, animale et de l'environnement. Parce qu'on ne peut pas imaginer que l'être humain aille bien dans un environnement dégradé. Donc il faut vraiment penser cette santé de manière globale, physique, mentale, sociale. Et ce n'est pas des tranches à découper, c'est vraiment cette approche globale qu'on essaie d'avoir à la MNT en prévention. Et puis sur l'attractivité des territoires, on rassemble aussi ces éléments dans la plaquette qui est disponible aussi sur le stand si vous voulez approfondir. One Health, c'est une démarche pas que de la MNT. Non, c'est un concept mondial qui existe depuis maintenant de nombreuses années, 2008 je crois. Il y a même des modèles qui vont plus loin que ça autour de la santé environnementale. Parce qu'on prend conscience de plus en plus de l'impact de l'environnement sur notre santé. On en a parlé hier. On sait que les perturbateurs endocriniens, les pesticides et autres sont complètement délétères pour la santé. Et on ne peut pas imaginer bien vivre dans un monde où on ne prend pas en compte ces enjeux-là. Et puis il y a deux défis aussi là, qui sont face à nous. C'est le vieillissement de la population et la qualité de l'eau et de l'alimentation. Oui, puis les enjeux climatiques au sens très large, qui vont amplifier en fait tous les facteurs de risque qu'on connaît, que ce soit la santé individuelle, mais aussi la santé au travail. Il faut vraiment qu'on intègre ces éléments-là dans nos accompagnements. On a commencé à le faire à la MNT avec le groupe Vive. On va déployer une offre autour des enjeux climatiques et environnementaux. Et dedans, évidemment, on embarque les enjeux de santé environnementale. Tout ça, c'est très complet. Juste un dernier mot peut-être sur... vos attentes pour demain, ou ce que vous pouvez proposer, ou peut-être ce que vous percevez de la part des collectivités dans ce qui n'existe pas encore et ce sur quoi il faudrait travailler? De notre côté, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a un gros besoin. Toujours, la désertification médicale, elle ne va pas s'arrêter aujourd'hui, donc malheureusement. On parlait de le vieillissement de la population, mais aussi le vieillissement des médecins qui sont encore dans les territoires. Ça, c'est encore une problématique
Et qui ne trouvent pas de remplaçants en plus. Qui ne trouvent pas de remplaçants. Les nouveaux médecins, ils veulent pas s'installer dans les milieux ruraux. Donc il y a des politiques d'État qui doivent évoluer, bien sûr, à ces niveaux-là. Et nous, notre ambition et notre objectif, c'est justement apporter la santé dans les territoires. Les médecins, on peut les connecter, ils peuvent rester, on va dire, dans leurs cabinets médicaux, dans les villes, ou alors même chez nous, on a des médecins aussi qui travaillent avec nous. Donc ils peuvent rester et à distance. Heureusement, on a les soignants, les infirmières qu'il faut valoriser. Donc il faut fidéliser. Ils restent dans les territoires et il faut compter sur elles pour les faire monter en compétences, pour qu'elles puissent être beaucoup plus expertes et puis puissent participer beaucoup plus aux consultations médicales. Et chose qu'on fait déjà nous à notre niveau, mais ce n'est pas une politique d'État majeure. Donc le monter en compétences des soignants territoriaux, c'est encore un sujet qu'il faut adresser. Et puis il y a la loi aussi qu'il faut faire changer justement pour que ces infirmières puissent pratiquer des gestes médicaux qui aujourd'hui ne sont pas dans leur précaré. Exactement. Alors il y a ce qu'on appelle la délégation des tâches aujourd'hui. Donc il y a des IPA qui commencent à avoir beaucoup plus de responsabilités. Mais il faut aussi derrière les remboursements qui suivent. Donc les infirmières aujourd'hui font de la téléconsultation en montée, mais le montant de remboursement n'est pas important pour elles, n'est pas assez suffisant, élevé. Et en plus, quand on met en place un projet de téléconsultation, il faut le temps que ça prenne. Et du coup, il faut un budget d'amorçage. Donc, c'est des logiques en fait qu'il faut prendre en compte quand on veut démarrer un projet. Nous, de notre côté, on connaît très bien ça. Et à notre niveau, on fait avancer les choses, mais il faut que tout le collectif avance. Et donc, avec la MNT, je pense qu'on a trouvé cette synergie aussi, puisque on est très compatibles au niveau territorial. Et donc, il y a ça qui va impulser l'installation des nouveaux cabinets mobiles connectés qui vont se déplacer, qui vont mailler les territoires français. Génial. C'est chouette d'entendre ça, je trouve. Toutes ces innovations. De votre côté, Sébastien, qu'est-ce que vous remarquez ? Aujourd'hui, de notre point de vue, en tout cas, la tendance, et on le voit vraiment au contact des élus, c'est qu'ils ont une vraie recherche, une vraie envie de recréer du lien en fait, entre les différentes tranches d'âge. Parce qu'on sent qu'on peut s'éloigner, que c'est pas toujours connecté. Ils ne trouvent pas forcément toujours le moyen d'y arriver, mais ça passe par des actions comme celle-ci, par les clubs, les associations. Et donc, on essaie de se mettre un petit peu autour de la table, de trouver le moyen de pouvoir créer ces espaces-là, de reconnecter les gens, de recomprendre les enjeux de chacun pour recréer une vraie dynamique de territoire. Parce que des collectivités, la plupart aujourd'hui avec qui on travaille, ont moins de 5000 habitants finalement. Les grosses métropoles sont une partie de notre activité, mais ont des enjeux qui sont complètement différents. Et les territoires plutôt ruraux cherchent à réattirer des familles, à les faire rester et aussi à jouer ces cartes de bien vieillir. Comment on garde nos aînés, comment on les active et comment on les intègre en fait à la société et au territoire. Et c'est ces enjeux qu'on essaye d'évoquer avec eux à notre échelle. On sait très bien qu'on ne peut répondre qu'à une partie entre guillemets de ces enjeux-là, mais voilà, ces lieux de vie, que ce soit ludique, sportif, ces plaines finalement, ces parcs, tout ça peut permettre d'activer tous ces enjeux-là et de s'associer aussi à l'éducation nationale, aux instituteurs, institutrices qui ont une connexion directe avec nos futures générations, de travailler avec des résidences seniors, des maisons de sport santé, des MARPA. Voilà, il y a plein d'enjeux qui peuvent se créer et c'est vraiment là, je pense, aujourd'hui où ils nous attendent, en tout cas où ils cherchent des solutions et de nos échanges avec la MNT, Compan et bien d'autres, on essaie de trouver ces sujets-là et de les accompagner. Merci Sébastien. Alors moi, je vais peut-être avoir un propos plus pragmatique et plus ciblé. Nous sommes des fournisseurs de solutions pour promouvoir l'activité physique à des fins de santé, à la fois pour les particuliers et pour les employeurs publics en particulier. Et si on considère uniquement les personnes atteintes de maladies chroniques, on sait aujourd'hui que l'activité physique, je reviens sur mon propos initial, est un médicament. Il est reconnu par la loi, mais le paradoxe aujourd'hui, c'est que ce médicament reconnu n'est pas financé par le régime obligatoire. Les mutuelles prennent des initiatives avec des garanties qui permettent aux patients de bénéficier d'une prise en charge financière. Ça n'est pas le cas au niveau du régime obligatoire où ça reste de l'ordre expérimental. Et les collectivités contribuent, mais si le régime obligatoire intégrait dans ses prises en charge l'activité physique adaptée en tant que thérapeutique non médicamenteuse validée, eh bien, ça permettrait à beaucoup plus de monde de bénéficier de ce soin. Alors, pas remboursé par l'assurance maladie, par les mutuelles comme tu l'as dit, mais aussi, hélas, pas assez prescrit par les médecins eux-mêmes. Et là, on a un long travail de pédagogie à faire. Il y a un changement de génération, il y a des initiatives dans les facultés de médecine aujourd'hui qui travaillent de plus en plus aussi avec les facultés STAPS où sont les enseignants APA.
Et aujourd'hui, finalement, les choses avancent. Enfin, moi qui suis dans le métier depuis plus de 20 ans, on voit une vraie accélération, mais le réel frein aujourd'hui, c'est le financement. Et je parle uniquement pour la partie des malades chroniques, pas pour la prévention primaire qui n'a pas à être prise en charge, je pense, par la collectivité nationale, je veux dire, en termes de financement. Mais voilà, sur cette partie-là très spécifique du soin, il faut que les choses évoluent. Mais je pense que le financement, c'est en règle générale le sujet qui crispe, parce que les bonnes idées sont là, la volonté de se coordonner est là, mais après, il y a toujours cette question fatale de qui paye. Oui, c'est aussi parce que c'est une pensée un peu à courte vue, parce qu'en fait, c'est rentable d'investir dans la prévention. Donc après, suivant ce qu'on mesure, 1 euro investi, ça en rapporte entre 3 et 8. Donc si ça n'était qu'une question budgétaire, le calcul, il est vite fait. Donc, mais peut-être que c'est pas qu'il faut sensibiliser là-dessus aussi. Peut-être que c'est pas assez connu. On passe notre temps à ça et c'est pour ça d'ailleurs qu'on crée des labels, qu'on récompense des collectivités qui prennent des initiatives. Donc oui, c'est un long travail de pédagogie. Je vais surenchérir. 1 euro investi, c'est 13 euros d'économie. C'est ce que démontrent aujourd'hui des études faites par les syndicats des loisirs sportifs. 13 euros d'économie en matière de santé, d'insertion, de lien social. Voilà. Donc, Et tout ce qui n'a pas de prix, ces sourires d'enfants qui vivent avec leurs grands-parents, de femmes qui, du coup, peuvent être soignées à temps. Mais en fait, c'est exactement ça. Il y a un peu moins d'un mois, on avait la remise des villes actives et sportives à Nice. Donc 500 collectivités créent un dossier pour valoriser leur action sportive sur leur territoire. Et en fait, ce qui en ressort, bien sûr, c'est tout ce qu'elles mettent en place pour les clubs, que ce soit de performance ou de loisirs. Mais au final, ce qui en ressort, c'est la joie. C'est ces moments où on se retrouve. Et on revient sur ces sujets à chaque fois, mais c'est ça qu'elles recherchent finalement, les collectivités. C'est ce qu'on recherche en tant que Français et Françaises, c'est pouvoir avoir des espaces où on se retrouve en famille, où on vient se dépenser, on vient passer un bon moment, profiter finalement de l'environnement extérieur. Et quand on regarde les études aujourd'hui, l'un des enjeux, des facteurs majeurs pour se mettre en mouvement, c'est l'extérieur. Donc finalement, pourquoi on ne chercherait pas aussi à activer ces éléments-là, à se connecter les uns les autres? C'est assez facile. Et au final, il n'y a pas de rentabilité, 1 euro investi, temps récupéré. C'est simplement, j'investis pour mon territoire, pour mes générations. Et ce n'est pas forcément toujours valorisable en tant que finance pure. Je veux ajouter quelque chose. Il n'y a pas de rentabilité économique, mais rentabilité sociale, bien sûr. Donc ça, c'est hyper important. Et aussi, le fait de pouvoir adresser une population qui est en fin fond d'une vallée, et que ce soit avec des solutions de sport, des solutions de mobilité comme la nôtre. Et ça a une rentabilité sociale, c'est un confort de vie pour les citoyens, ça motive des nouveaux médecins à s'installer puisqu'ils ne se trouvent pas tout seuls face à une population, mais aussi avec des solutions qui passent, qui s'arrêtent dans leur village pour apporter de la cardiologie, pour apporter de la dermatologie ou de la mammographie mobile. Ça contribue à l'attractivité des collectivités. Et c'est ça qu'ils cherchent aujourd'hui les élus, pouvoir contribuer concrètement avec des solutions concrètes et agir face à des enjeux de désertification médicale et pour améliorer la santé des concitoyens. Effectivement. Il faut commencer par soi-même aussi, cette prise de conscience. Stéphane, je vous voyais prendre le micro, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, tout a été dit sur cette plus-value sanitaire, économique, sociale, environnementale que l'activité physique, je reste sur ce champ-là, permet de développer au sein de la société. Donc toutes les initiatives sont bonnes. Donc il faut effectivement créer ces maillages territoriaux entre acteurs différents pour mettre plus de mouvement dans la société. Eh bien, mettons du mouvement, on est tous concernés et ça commence par soi-même. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette table ronde.